On accueille maintenant Gaëlle Chesson du Kremlin Bicêtre qui va nous partager son expertise sur la réanimation et la prise en charge périopératoire du patient en prélèvement multi-organes. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci Nathalie. Donc effectivement, je vais parler de l'anesthésie et de la réanimation périopératoire du patient au bloc opératoire, un donneur au bloc opératoire. Et clairement, enfin je sais pas, mais moi dans mon bloc opératoire, c'est voilà, quand on annonce un patient pour un prélèvement, c'est assez compliqué et ça s'intègre pas si facilement que ça, comme on l'a vu dans les classifications. En tous les cas, j'ai regardé bien précisément toutes les classifications qu'a présentées Delphine. J'ai jamais trouvé le PMO. Donc, c'est souvent assez compliqué. Bon, je n'ai pas lien d'intérêt avec le sujet. Et pourtant, le prélèvement, ce qu'on appelle classiquement dans les blocs le PMO, c'est une urgence chirurgicale qui se fait pas partout, qui se fait seulement dans les établissements autorisés, les établissements de soins qui sont autorisés au prélèvement d'organes. Et dans bon nombre de centres, il n'y a pas l'autorisation, quelquefois de greffe, mais pas forcément de prélèvement. Cette activité, elle doit être intégrée dans l'organisation du bloc. Il faut faire passer cette urgence au milieu du programme. Et surtout, et comme l'a dit Delphine, c'est une activité qui doit être intégrée dans la charte et le règlement intérieur du bloc en amont. Ce n'est pas le jour où il y a un PMO qu'on dit « Ah ben tiens, mais non, pourquoi avant ma fracture du col ?» voilà. Donc il faut clairement que dans la charte du bloc, ça figure et qu'on sache que cette activité existe et que tout le monde le sache. Et c'est une activité qui réclame la présence d'un médecin anesthésiste et d'un IAD, même si on a un patient décédé. Alors, on commence au bloc opératoire souvent par une checklist quand on arrive en salle. Et cette checklist habituelle de la HAS, si vous regardez bien, elle est complètement inutilisable pour un patient décédé qui ne va pas répondre à l'appel de son nom et un patient donc avant un PMO. Et donc, il a fallu réaliser des modèles localement, puisque le modèle de la HAS n'intègre pas le prélèvement d'organes. Bon, voilà, je vous ai mis celui qu'on utilise à Bicêtre, mais à chaque centre, en fait, de faire sa checklist pour qu'elle puisse être faite, parce que c'est vraiment important. Il y a des histoires. Et il y en a une il n'y a pas très très longtemps, pas dans notre centre, mais il y en a régulièrement, un prélèvement, enfin un patient dont le clampage a été réalisé avant que l'équipe de cœur arrive, parce que les autres chirurgiens, n'avaient pas connaissance du prélèvement cardiaque. Voilà l'intérêt de la checklist. Donc c'est un cœur qui est perdu, et le clampage a été réalisé, et voilà, le cœur c'était fini, quoi. Donc les chirurgiens cardiaques sont repartis, bredouille, voilà, c'est moyen. Et ça parce qu'il n'y avait pas de checklist, et donc il faut la créer, cette checklist, dans chacun de nos centres. Donc c'est une activité urgente, mais un peu programmée quand même. Bien sûr que ce n'est pas l'urgence extrême, même si dans certaines situations, quand le patient se dégrade beaucoup, on peut être amené à passer au bloc opératoire rapidement. Enfin, clairement, quand même, on n'est pas sur de l'urgence extrême. On le programme et c'est la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus qui est au centre de cette organisation. Et c'est vraiment important de communiquer de chaque côté et de les laisser bien au centre de cette organisation. Ils ont les informations chirurgicales des différentes équipes chirurgicales qui vont venir souvent de l'autre bout de la France pour prélever, et puis du patient qui est dans la réanimation du centre où il va être prélevé. Il y a des informations indispensables du médecin anesthésiste et de la coordination du bloc. Il faut que tout ce monde-là communique et tout ce monde-là se transmette bien sûr les informations et puis les informations qui concernent le malade. C'est pas d'un côté il est en réanimation, de l'autre côté il passe au bloc. Non. Il y a des informations, on va le voir, indispensables sur le plan médical à transmettre pour la prise en charge de ce patient. C'est un transport à très très haut risque qui doit être médicalisé. C'est des patients extrêmement instables. Et donc, la nuit, quand le patient part au bloc opératoire à 3 heures du matin, il faut qu'il y ait un docteur qui se lève pour l'amener au bloc opératoire et faire la transmission à son collègue anesthésiste. Alors, rapidement, tout ce qui est de l'installation et de l'équipement, pas grand-chose de particulier. Il faut penser, avant de l'installer, à bien, justement, après avoir fait la checklist, définir la position des bras. Ce n'est pas une fois la sternotomie faite
qu'on se rend compte que les bras, ils ne sont pas comme il fallait et que ça gêne le chirurgien. Non, ça, c'est des choses à intégrer dans la checklist. On n'oublie pas de protéger les yeux, mais ça, c'est fait régulièrement pour tous les patients, donc ce n'est pas un problème. Hein. Les cornées vont être souvent prélevées en fin d'intervention. Puis après, le reste, c'est un peu comme tous les autres patients. Ils ont le même monitorage. Et on en reparlera, le monitorage du débit cardiaque et de la volémie, souvent, c'est le moment où il disparaît. Alors, on en reparlera un peu après. Il gêne à ce moment-là. Puis on se dit que comme les morts, c'est peut-être pas bien la peine, en fait. Hein. Alors que le plus souvent, quand même, la sonde de Doppler œsophagien, elle est en place. Mais quand on va mettre la sonde gastrique, si elle n'était pas déjà là, ça va gêner, on va l'enlever. Et puis comme ça, voilà quoi. Alors, les voies d'abord, c'est souvent un sujet. Il faut des voies veineuses de gros calibre. C'est un patient qu'on va remplir, qu'on peut transfuser. Et donc, il nous faut des voies veineuses de gros calibre. On évitera les abords artériels et veineux fémoraux. Pourquoi ? C'est le site où les chirurgiens vont se mettre pour mettre les canules au moment du clampage, enfin de l'envoi de la plégie. Donc, ça peut les gêner. Après, s'ils sont là, ils vont se débrouiller, ils vont passer de l'autre côté. Pas de gros soucis là-dessus. Si on peut les mettre ailleurs, on a la possibilité à un moment, on les met ailleurs. Et notamment, s'il y a un prélèvement à l'étage thoracique, il faut préférer un cathéter artériel dans l'artère radiale gauche et un cathéter veineux dans la veine jugulaire interne droite. Alors tout le monde dit ça. Pourquoi ? Pourquoi c'est assez... Voilà, là aussi, ce n'est pas indispensable. On peut passer au bloc opératoire pour un PMO, même avec un prélèvement à l'étage thoracique, sans avoir ces cathéters-là. Mais si on les a, c'est un peu mieux. Pourquoi ? Parce qu'on va être plus à l'aise à la toute fin du prélèvement avant le clampage. Dans la préparation de l'étage thoracique et notamment du cœur, enfin des poumons, mais surtout du cœur, les chirurgiens vont clamper avant le clampage thoracique, le clampage de l'aorte, pardon, ils vont clamper dans un premier temps le tronc veineux innominé. Et donc, si on a un cathé en jug interne droit, c'est mieux. On va avoir plus longtemps des molécules qui vont arriver à destination. De la même façon, ils vont clamper après le tronc brachiocéphalique, artériel brachiocéphalique. Et donc, si on a notre cathéter à droite, on le perd. Alors, il faut mieux le mettre à gauche, on l'aura plus longtemps, on aura une pression artérielle sanglante plus longtemps. C'est 5, 10, 15 minutes au grand maximum. Mais à un moment où le patient est probablement là, le donneur est à ce moment-là le plus instable, c'est juste avant, il y a déjà eu toute la dissection, il a été transfusé. On n'est pas forcément dans la meilleure des situations. Et donc, plus longtemps on garde une pression artérielle sanglante et la possibilité d'administrer des catécholamines, mieux les greffons seront préservés. Voilà. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On est en aveugle sur la pression artérielle les 10 dernières minutes. Et puis le chirurgien, il a la main sur le cœur, il va nous guider un peu. Mais voilà, c'est la raison. Alors un petit mot sur les prélèvements sanguins, parce qu'un peu moins maintenant, mais à un moment, beaucoup de chirurgiens faisaient de prélever comme ça, ou demandaient de prélever pour des sérothèques, des trucs impossibles. Hein. On prélevait des dizaines, des quinzaines de tubes sans savoir où ça allait. Attention, les prélèvements sanguins, ils sont réglementés chez tous les patients, mais là aussi. Ils vont servir quand même pour une chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est le contrôle ultime du groupe sanguin. Il faut prélever un tube par organe prélevé, qui va après, ce tube, partir avec l'organe pour rejoindre son receveur. S'il n'y a pas de tube avec l'organe, on ne peut pas faire le contrôle ultime au lit du malade, au lit du receveur, et donc c'est un organe qui va au baquet. C'est dramatique. Alors, quelquefois, c'est pas trop loin. On arrive à récupérer un tube qui arrive à temps avec un coursier. Quand c'est à l'autre bout de la France, s'il n'y a pas la possibilité de faire le contrôle ultime, normalement, c'est un organe qu'on ne peut pas utiliser. Alors, c'est un peu dommage. S'il y a un partage du foie, c'est pareil. Nous, on fait pas mal de partage hépatique. Enfin, surtout, on reçoit pour la pédiatrie des foies partagés. Et très régulièrement, il manque un tube. On en a prélevé un pour le foie, on a pensé, mais on n'a pas pensé qu'il y avait 2 morceaux de foie et qu'il en fallait un de chaque côté. Voilà, donc voyez bien, tout ça c'est pareil, ça se discute à la checklist. Et voyez bien avec la coordination ce qu'il en est. Les bilans gazométrie biologique nécessaires à la réanimation du donneur, ils sont classiques. Rien de nouveau, c'est la même chose que pour un autre patient. Alors, pour les protocoles de recherche, attention, quand on vous demande 10 tubes pour la sérothèque du chirurgien X ou Y, non, en fait. La réponse, c'est non. Ne peuvent être réalisés que des prélèvements qui rentrent dans le cadre de protocoles validés par l'Agence de la biomédecine et après interrogation du RNR, du Registre national des refus, à visée scientifique. On ne peut pas, comme ça,
faire partie d'une sérothèque, même quand on est mort, c'est pas possible. Donc, ou le protocole est validé par l'agence et il n'y a aucun souci et il doit arriver avec et on le sait, et en tous les cas, la coordination le sait. Si c'est pas le cas, c'est non. Voilà, c'est assez simple en fait, il suffit de leur dire qu'il n'y a pas les autorisations, puis c'est tout, que le patient n'était peut-être pas d'accord pour ça. Alors, on en vient à l'anesthésie. Maintenant qu'on a installé notre patient, on a fait tout ce qu'on vient de voir, on va parler un peu d'anesthésie. Est-ce qu'il faut anesthésier une personne décédée? Et si oui, quels médicaments? Alors, le mythe, dans l'inconscient collectif, c'est le mort qui se réveille. Alors, le patient mort encéphalique, en plus, il est à cœur battant, donc encore plus. Et puis, en plus, on sait qu'on a tous vu des patients morts encéphaliques bouger. Donc là, ça, c'est ce qui fait peur, et à juste titre, c'est pas très agréable, et notamment pour le personnel qui n'est pas habitué, les brancardiers, voilà, c'est très impressionnant. Ça a donné le nom au signe de Lazare, qui est une exacerbation des réflexes à point de départ médulaire en réponse à des stimuli ou spontanés. Donc c'est un réflexe très court, que la voie est très courte, il y a la stimulation le plus souvent, mais ça peut être spontané, mais généralement c'est à l'incision, et puis vous voyez, ça va très vite, ça ressort directement par la moelle, ça ne monte pas au cerveau, de toute façon le cerveau il est plus fonctionnel, et on a un mouvement qui va être dans le membre homolatéral. S'il y a l'incision cutanée sur une jambe, c'est souvent sur l'abdomen quand même, mais on a, comme c'est un réflexe médulaire, ça ne va pas sur la jambe à côté, c'est contralatéral, c'est pas possible, c'est vraiment homolatéral à la stimulation. Et ça crée une hypertonie, voire des mouvements associés à des poussées tensionnelles, et c'est le fameux patient qui ramène ses bras comme ça, qui impressionne beaucoup. Alors, il ne faut pas le négliger, parce que ça existe quand même. C'est non négligeable. Vous voyez, il y a une équipe qui a regardé. Ils ont regardé les réflexes spinaux chez 144 patients en état de mort cérébrale. 22% ont présenté des mouvements spontanés ou à la stimulation. C'est pas rien, un malade sur 5. Et ils ont essayé de regarder un petit peu s'il y avait des facteurs de risque. Et ils n'ont trouvé aucune différence de ceux qui ont présenté des mouvements ou pas sur l'âge, le sexe, l'étiologie de la mort encéphalique ou même les dosages sanguins qu'ils avaient réalisés. Il n'y a rien, CNS pour tout. Voilà. Et donc, ils recommandent, et les recommandations internationales et de l'Agence de la biomédecine recommandent de curariser le donneur avant l'incision chirurgicale pour éviter justement ces réflexes spinaux. Voilà. Donc, les curares, oui, il faut en faire. Est-ce qu'on fait des morphiniques? Et est-ce qu'on fait des hypnotiques chez ce patient décédé? Là encore, il y a pas mal de mythes qui courent. Et quand on regarde les pratiques des anesthésistes en France, c'est une étude qu'avait fait Benoît Champignol en 2019, sur une enquête qui était un peu plus ancienne, dans les années 2009 à 2014, je crois. Ils ont demandé les pratiques des anesthésistes en France, anesthésistes qui étaient des internes, mais aussi des anesthésistes confirmés. Enfin voilà, c'est vraiment que des anesthésistes, mais toute population anesthésique. Et donc, en bleu foncé, c'est jamais. Donc, 60% des anesthésistes ne font jamais d'hypnotique. Quand on regarde là les curares, on vient de voir, c'est recommandé d'en faire. Il n'y a pas beaucoup de papiers où c'est pas recommandé, d'ailleurs, ou de consensus où c'est pas recommandé. Et pourtant, que 60%, il y en a que 60% qui en font toujours. Allez, on va mettre cela souvent. Vous voyez, on n'est pas sur oui, c'est recommandé. Donc les hypnotiques, on a vu. Et puis les morphiniques, alors là, c'est un peu, on lance la pièce, et puis selon l'anesthésie sur laquelle on tombe, on en a ou on n'en a pas, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la littérature? Quelques études, il n'y a pas grand-chose, c'est des patients sur lesquels il est difficile de faire les études, il y en a très peu, on en retrouve quelques-unes. Dans ce papier, les auteurs avaient fait comme hypothèse qu'il y avait, l'hypothèse pour laquelle les morphiniques sont administrés, c'est qu'il y aurait une inhibition de la réponse adrénergique à la stimulation douloureuse pendant la chirurgie par l'injection d'un morphinique, et notamment à l'incision. Donc c'est une étude en double aveugle, randomisée, placebo contre fentanyl à l'époque, et c'était une injection de 7 microgrammes de fentanyl, ce qui est
très peu, 17 donneurs, et ils ont fait des prélèvements sanguins 10 minutes après l'injection, après l'incision cutanée et après la sternotomie. Et leurs résultats sont intéressants. Ils ont montré que les catécholamines endogènes augmentent après la stimulation douloureuse. Ça, ok, on voit souvent, il peut y avoir effectivement une petite... des patients qui sont tachycardes ou une augmentation de la pression artérielle, mais c'est associé à une augmentation des concentrations d'adrénaline plus élevées dans le groupe fentanyl. Voilà. Quand on a reçu du fentanyl, on a une augmentation plus importante de notre adrénaline endogène. Et ils ont donc regardé un petit peu tout ça, je vous ai résumé un petit peu, et en fait, ils concluaient que la libération de catécholamines endogènes à la stimulation douloureuse n'était absolument pas supprimée par l'injection de morphinique. Autre étude, enquête française de 2005 à 2007, qui était parue dans les AFAR, 2/3 des patients recevaient en France des morphiniques et des curares. Et pour autant, il n'y avait aucun bénéfice sur le contrôle tensionnel et le devenir des greffons rénaux, ce qu'ils avaient regardé. Donc on a l'impression que même s'il y a une stimulation adrénergique à l'incision, finalement, elle a assez peu d'impact, et en tous les cas, sûrement pas sur le devenir des greffons. Donc les morphiniques, pas beaucoup de biscuits pour en faire. Les halogénés, il n'y a aucune indication sur leur propriété hypnotique. On se rappelle que c'est des patients qui sont décédés, qui n'ont plus aucune fonction cérébrale. Donc l'hypnose, la fonction hypnotique, la propriété hypnotique des halogénés ou autres hypnotiques, on ne la recherche pas. Par contre, il y a quelques papiers qui montrent un rôle protecteur sur les lésions d'ischémie-reperfusion si les halogénés sont administrés 30 minutes avant le clampage. Alors la littérature, elle est pas très... voilà, il y a des études pour, des études contre, il n'y a pas de gros consensus. Et vous voyez, la méta-analyse qui avait été faite retrouve que c'est NS. Donc il y a des équipes qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Et voilà, je crois qu'on ne peut pas le recommander. Maintenant, si vous avez envie de faire un peu d'ischémie-reperfusion parce que vous avez des chirurgiens hépatiques qui sont à fond là-dedans, c'est pas très grave. Attention juste à la défaillance hémodynamique, de ne pas aggraver la défaillance hémodynamique quand même, qui serait plus délétère, à mon sens, que les bénéfices de l'ischémie-réperfusion à ce moment-là. Donc, les morphiniques, c'est pas vraiment établi, les hypnotiques, pas vraiment. Il ne faut pas oublier de faire l'antibioprophylaxie, et puis la poursuite des thérapeutiques débutées en réanimation. Alors, la réanimation du donneur, on ne va pas pouvoir s'étendre, on n'a pas le temps, mais globalement, c'est l'homéostasie, quoi. Il faut une pression artérielle moyenne qui soit correcte, une fréquence cardiaque correcte, une diurèse, voilà. C'est tout comme un bon patient qu'on a envie de voir et en réanimation et au bloc opératoire, et c'est ce à quoi on travaille tous les jours. Donc, voyons les choses très spécifiques du patient mort encéphalique, le diabète insipide, dont on se rappelle que c'est une polyurie hypotonique, donc une diurèse qui est supérieure à 2 ml/kH. Attention, un patient, il urine en réanimation, mais il continue d'uriner au bloc opératoire. Donc, on essaie de ne pas cacher la sonde sous les champs, on la met... pour qu'on puisse la voir, et il faut monitorer la diurèse. Il faut, si le patient, surtout si les blocs opératoires, le bloc va durer longtemps, si ça dure 6 heures et qu'à la première heure, il a du diabète insipide, la fin du bloc, ça ne va pas bien se passer, parce qu'il va être très hypovolémique. Il a pissé 4 litres, il y a 4 ou 5 litres dans la poche, ça va pas bien aller. Donc, il faut monitorer la diurèse, et quand la diurèse est... on a la confirmation que la diurèse est hypotonique. Le plus simple, c'est de faire une densité au bloc opératoire. Si elle est inférieure à 1005, alors on fait du mini-rein. Si on fait le mini-rein suffisamment tôt, 1 microgramme ou 0,5 quand les patients sont de tout petit poids, IVD, pas sous-cutané. Très, très mauvaise biodisponibilité du mini-rein, de la desmopressine en sous-cutané. Si on le fait, il faut le faire, c'est IV, IVD. Et donc 1 microgramme IVD, et ça arrête le diabète insipide. C'est un analogue de la desmopressine. Ça va immédiatement arrêter le diabète insipide. Si on a vraiment pris trop de retard, on va compenser cette polyurie plutôt avec des solutés hypotoniques. C'était une diurèse qui était hypotonique, mais si le patient devient hypovolémique, il faut aussi quand même lui mettre du sel, parce que sinon on ne va pas pouvoir le remplir avec notre G2/5. Voilà.
Là, la méta-analyse, elle est très claire. Enfin, tous les papiers vont dans le même sens. Il faut faire la desmopressine, ça améliore l'ensemble des organes. Alors là, il n'y a que 2 études, mais la méta-analyse qui n'est pas de très très bonne qualité, mais toute la littérature va dans le même sens. Il n'y a pas d'études qui montrent, pas d'études suffisamment bien construites qui montrent qu'il ne faut pas faire de desmopressine. Donc là, le problème est réglé. Alors, la défaillance hémodynamique, elle est clairement au premier plan. 95%, si ce n'est pas 100% des patients donneurs d'organes, quand ils arrivent au bloc opératoire, ils ont des catécholamines. C'est rarissime qu'on n'en ait pas. Ça arrive une fois par an, mais et on se dit, là, c'est étonnant. Tous, ils ont des catécholamines pour gérer cette défaillance hémodynamique. Alors là, je vous ai mis la gestion de la défaillance hémodynamique dès la réanimation, mais quand il arrive au bloc opératoire, normalement, il a déjà été exploré et on sait qu'il faut que cette exploration hémodynamique, donc il a du monitorage, normalement. Un patient de réanimation en mort encéphalique, il doit avoir un monitorage hémodynamique, de son débit cardiaque et de sa volémie, qui sont le plus souvent des échographies répétées, très rarement un cathétérisme droit, mais si le réanimateur il sait faire que ça, faut qu'il fasse, c'est mieux que rien. Très régulièrement un Doppler œsophagien, et quand ils avaient déjà un picot, on leur a laissé. Parce que nous, en réanimation, c'est facile. Au bloc opératoire, ça se complique un petit peu, on va le voir. Donc l'exploration hémodynamique, elle sert à faire la part des choses entre ce qui est de l'hypovolémie, ce qui est de la vasoplégie, ou ce qui est de l'incompétence myocardique, ou ce qui est un peu des 3 souvent aussi, à cette phase-là. Et donc il faut répondre à ces 3 questions pour adapter notre remplissage vasculaire et nos catécholamines. Alors quand on regarde l'étude française là, sur le monitorage hémodynamique, là ça fait un tout petit peu peur. Mais c'est ce que moi je vois tous les jours chez moi. C'est-à-dire qu'au bloc opératoire, pardon ? 5 minutes. Oui, je vais bientôt terminer. Au bloc opératoire, il y a très peu de patients finalement qui sont monitorés tout le temps. Quand ils en ont, on l'a laissé peut-être un peu, mais souvent on a tout enlevé. Et puis par contre, ça, ils ont tous un cathé artériel. Ça marche très bien. Alors le monitorage hémodynamique, on l'a vu, au bloc, c'est pas si simple. Aucune littérature sur les monitorages de nouvelle génération. La pression artérielle sanglante, clairement, elle n'est pas suffisante. On n'a pas, surtout à thorax ouvert, elle ne nous donne pas beaucoup de renseignements. Gardez le Doppler œsophagien, il est facile et il est souvent déjà en place. Un mot sur les prises en charge spécifiques selon les organes. Le rein, faut préférer les cristalloïdes. Pour le foie, attention aux natrémies trop importantes. Une natrémie supérieure à 155 mm de mercure peut être associée à une dysfonction hépatique. Les bêta-bloquants comme protection myocardique, et puis par contre une protection pulmonaire, des stratégies de protection pulmonaire pour les poumons. Le moment, et je finirai là-dessus, à ne pas rater, et vraiment il faut que tout le monde soit là, et particulièrement l'équipe d'anesthésie, c'est le clampage et la plégie. D'abord, il va y avoir, quand il y a un prélèvement pulmonaire, l'hypoprosténol qu'il va falloir aider les chirurgiens pulmonaires à passer. Il faut poursuivre la réanimation jusqu'au clampage hépatique. C'est dommage de s'arrêter maintenant. Et il va falloir ensuite, une fois que le clampage est réalisé, perfuser les liquides de perfusion. Et s'il y a un prélèvement pulmonaire, il faut rester encore un petit peu jusqu'à la fin de la dissection, parce que le patient a besoin d'être ventilé. On l'aspire jusqu'au moment où les chirurgiens vont agrafer la trachée et retirer le bloc pulmonaire. Voilà, ça sera la fin de la prise en charge anesthésique à ce moment-là. Et le patient ensuite aura ses organes prélevés, l'explantation pulmonaire, la restauration tégumentaire et la toilette mortuaire. Et donc en conclusion, le prélèvement multi-organes, PMO comme on l'appelle souvent, d'abord il est souvent associé à des tissus aussi, donc ça va prendre une salle hyper longtemps, plusieurs heures, et c'est pour ça que ça embête au bloc opératoire. C'est une intervention chirurgicale à part entière qui doit s'intégrer dans le programme des urgences. La prise en charge anesthésique est indispensable et elle est même nécessaire, même si le patient est mort. Et un donneur de greffon de bonne qualité, c'est un donneur optimisé dont on sait occuper. Sinon, ça ne marche pas. Je vous remercie. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est une véritable urgence chirurgicale. La difficulté, c'est de faire comprendre ça à certains chirurgiens. Et sur un des 2 centres lyonnais, c'est très compliqué de faire du prélèvement, alors que de l'autre côté, c'est assez simple.
La charte du bloc, c'est vraiment ce que je disais en préambule. Il faut que ça soit intégré dans la charte du bloc. Ça fait partie des urgences qu'il y a dans les... Il faut en avoir discuté avant. C'est sûr que le jour du prélèvement, ils ont toujours une chirurgie plus urgente. C'est évident. Justement, je voulais rebondir et pour le mettre en code rouge comme tout à l'heure, c'est légiféré en fait. Il y a un article, il y a un arrêté de 2015 qui écrit que c'est une priorité médicale. Il n'y a pas grand-chose en médecine où c'est légiféré comme ça. Alors, et c'est écrit aussi d'ailleurs qu'il faut l'intégrer dans la charte de bloc, mais alors je dis pas, moi je suis à Angers, je dis pas que les chirurgiens ortho, parce que généralement c'est eux qui perdent leur tour, me font la fête ce jour-là, parce que ça prend effectivement toute la journée. En plus, nous on fait des greffes derrière, donc là ils ont perdu. Mais ça permet de statuer un petit peu. Parfois, la CONSEA, les PMO s'est fait suer. Les gars, de toute façon, c'est la loi. La loi dit que ça doit être une priorité et ça doit être intégré comme ça dans le programme. N'empêche qu'on en parle avant, hein, mais c'est une façon aussi, je trouve, de répondre, parce qu'il n'y a pas grand-chose en médecine qui est légiféré de cette façon-là. Je suis complètement d'accord et j'appuie encore la discussion qu'on avait avec Delphine précédemment. C'est nous qui devons être aux commandes du bloc opératoire parce qu'au CHU de Lyon, l'été dernier, plusieurs jours, les prélèvements ont été fermés par défaut de salle opératoire. Il y avait que 2 salles ouvertes et c'était au cas où on ne fait pas de prélèvement, validé par l'institution. Donc, c'est pas toujours évident en fonction des endroits. C'est un vrai problème. Donc je partage complètement vos avis à tous. Là. Il faut insister pour. Mais voilà. En tout cas, c'est un message qui est important à faire passer. Delphine ? Non, je voulais juste dire, on l'avait mis dans le PrEP, justement, les prélèvements. On s'était mis un code à 6 heures, à partir du moment où on déclarait à l'agence de biomédecine. Alors, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais moi, j'ai l'impression que les chirurgiens sont OK, ils ne sont pas toujours dispo, parce qu'ils sont peut-être déjà en train de faire un autre prélèvement, souvent dans les grosses équipes. Et que c'est avec l'agence de biomédecine, sur lequel on n'a pas beaucoup de poids, pas assez de discussion. Les organes, ils tournent de temps en temps. Et... Enfin, voilà, moi, j'ai l'impression qu'il manque, si on voulait s'améliorer, aussi ces discussions avec eux. Je trouve qu'on est un peu, en tant que médecin anesthésiste, ils discutent beaucoup avec les infirmières coordinatrices. Les médecins anesthésistes est un peu laissé de côté. On ne l'appelle pas, on ne lui demande pas ce qu'il en pense, si le malade est stable, instable. Enfin, voilà, je pense qu'on peut améliorer ça. Ah oui, ça c'est clairement. Après, pour ce qui est, quand on dit les organes tournent, c'est là pour le coup les équipes chirurgicales qui souvent tardent à répondre s'ils prennent ou pas l'organe. Voilà, bon, après, voilà, c'est une activité qui prend du temps, qui nécessite beaucoup d'organisation pour l'équipe préleveuse et l'équipe greffeuse qui est la même équipe. Donc voilà. On avait beaucoup de retard dans le PrEP et ça a un peu plombé notre mortalité l'été avant. Ah ben oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la présentation.